Je vais demander aux intervenants de faire une introduction sur le point de vue à partir duquel ils abordent cette question sur la lecture notamment pour les publics empêchés. Donc j'ai à côté de moi Martine Gréziac qui dirige le service de probation dans la Nièvre, je crois. Voilà, pour encore quelques jours, voilà, et quelques semaines, excusez-moi, et donc, ensuite, à sa droite, il y a Arnaud Mouret, qui est responsable national de l'enseignement pénitentiaire au ministère de la Justice, donc c'est la lecture et plus que cela. À ma gauche, Isabelle Martin, qui est responsable du pôle public empêché à la médiathèque Agora à Metz. Et à sa gauche, Khaled Miloudi, qui est l'auteur, j'en ai déjà parlé, l'auteur des couleurs de l'ombre aux éditions des Équateurs et qui est ancien détenu, donc il sait ce qu'est l'ombre, mais il sait aussi ce que c'est que la lumière, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a créé une association dans l'ombre, la lumière, et il anime des ateliers d'écriture. Alors, je me retourne vers vous dans l'ordre comme ça, qui alterne d'ailleurs en plus les hommes et les femmes, c'est très bien. Merci. Donc effectivement, ce que je voulais rappeler, c'est que dans toutes les prisons de France, il y a un espace qui est dédié aux livres, aux mots. C'est prévu dans les textes. Et cet espace, je trouve qu'il est intéressant de reprendre le texte, c'est quel que soit son emplacement dans l'établissement et sans inscription préalable, il est assuré un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages. Voilà, je voulais rappeler quand même que l'administration pénitentiaire a cette obligation et que, comme vous le souligniez tout à l'heure, on y dédie des crédits, des partenaires, parce que sans partenaires, on n'est rien du tout. Et je remercie entre autres les personnels de la médiathèque avec lesquels je travaille actuellement de Nevers, qui sont venus, qui ont traversé le Morvan pour venir jusqu'à nous et faire vivre cet espace qui, récemment, je ne sais pas si tout le monde a eu l'accès à cette interview, mais nous avons un détenu kanak qui a souligné que dans un petit établissement comme celui de la Nièvre, il avait découvert une bibliothèque parfaitement tenue avec une richesse d'ouvrages. Et cette richesse-là, on l'a grâce à notre partenariat avec la médiathèque qui enrichit notre fonds auquel on dédie tous les ans par une convention une certaine somme, mais qui la nourrit aussi d'intervenants, c'est-à-dire que à travers nos échanges, ils nous ont permis de connaître Tandem, une association qui organise des rencontres culturelles entre des auteurs, des danseurs, des musiciens, etc. Et puis de travailler un réseau, puisque quand on arrive, on ne connaît pas forcément les départements, puisqu'on a une obligation de mobilité, et que voilà, c'est cette richesse d'échange. Et je suis ravie que l'agence du livre, avec laquelle j'ai pu travailler dans d'autres départements, arrive de façon systématique dans nos établissements et dresse un portrait, malheureusement pas toujours très optimiste des moyens qu'on consacre, mais en tout cas, cette étude va nous permettre en tout cas d'évoluer. Et les mots pour le dire, les mots de l'ombre, eh bien, on les favorise avec plein d'ateliers, que ce soit des ateliers bien sûr autour de la lecture à voix haute, et aussi des ateliers d'écriture. Et ces rencontres, enfin, on en a un parfait exemple aujourd'hui, sont d'une richesse et permettent à des détenus, alors on ne sait pas combien iront à la lecture, combien s'en sortiront grâce à la lecture, mais en tous les cas, en tout cas, notre métier, c'est d'utiliser ce support, comme celui de la culture, pour faire évoluer, prendre conscience de l'autre, découvrir des mondes intérieurs qui ne s'étaient pas exprimés jusqu'à présent parce que environnement, parce que pas les moyens pas le temps de penser à l'extérieur, mais plutôt d'agir parfois. Et voilà, donc ce que je voulais introduire en tout cas sur... C'est pas évident, un lieu absolument, l'accès est libre. Il faut le contrôler un peu. Alors oui, bien sûr. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés effectivement de fonctionnement des établissements, c'est qu'il faut effectivement permettre ce mouvement.
avec toutes les contraintes de sécurité. Et comme le soulignait le directeur interrégional tout à l'heure, à l'heure actuelle, tous les établissements sont en surnombre. Donc, avec des personnels de surveillance qui malheureusement doivent se consacrer, sont pas pléthoriques, bien au contraire. Et donc, c'est une mission qu'ils doivent remplir avec la conviction, et c'est pour ça que c'était intéressant de ce que vous disiez, de faire venir au livre aussi les personnels. Parce que dès lors qu'on partage quelque chose en commun, c'est plus une barrière. C'est pas quelque chose qu'on donne, c'est pas un droit qu'on donne aux détenus et que le surveillant n'a pas, mais c'est de l'échange. Et bon, il y a plein de médiations à l'heure actuelle, enfin plein d'outils, mais le livre, en tout cas, est un support. Tout le monde peut accéder au livre, à la lecture. Merci beaucoup. La parole Arnaud Mouret. Bonjour à tous, merci, oui. Alors la singularité de ma fonction, c'est qu'effectivement je vais représenter à la fois l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice, mais aussi celui de l'Éducation nationale. Il y a des bibliothèques dans tous les établissements pénitentiaires et il y a des enseignants dans tous les établissements pénitentiaires aussi. C'est important de le dire parce que rentrer dans la lecture, c'est aussi accéder au code, déchiffrer, accéder au sens ensuite, et c'est certainement une des premières étapes qu'il faut pouvoir franchir pour rentrer dans le livre, rentrer dans l'objet, de manière la plus simple possible, la plus gratuite, la plus autonome aussi, mais ça n'est pas l'absolu. L'intérêt aussi de parler d'enseignement, de justice, d'accès, de partage et de rentrer dans la culture, c'est de se dire qu'on peut rentrer et accéder au livre par d'autres moyens que la lecture à proprement parler. C'est aussi échanger, c'est aussi bénéficier de lectures offertes par d'autres, c'est aussi découvrir l'objet, faciliter l'accès de l'objet, et certainement la forme la plus complexe, c'est d'accéder à l'écriture par la suite. Et là est un véritable enjeu à la fois de lire, de pouvoir poser des mots, de pouvoir rentrer dans la culture, dans l'objet culturel, à travers la question du savoir, de l'enrichissement du vocabulaire, le fait de pouvoir s'exprimer, parler de soi sur le papier, poser des mots. C'est aussi un moyen de contourner le passage à l'acte violent et de comprendre que l'échange, le partage d'un objet, le partage de sentiments, de sensations, d'histoires de vie aussi, alors, total ou pas, ça je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas d'instant de vie, c'est aussi l'occasion, encore une fois, de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre son environnement, de confronter ses écrits, son oralité, les sentiments à la rencontre d'un texte lu ou offert, et là aussi donc de découvrir ou de se redécouvrir une forme d'humanité à travers la lecture, la culture, et c'est assez important. On oppose et je pense que c'est à mal l'enseignement et la lecture plaisir. Je pense que l'enjeu est là aussi. Tout enseignant a pour ambition dans sa classe, et c'est encore peut-être plus vrai en détention, de faire découvrir que la lecture et l'écriture sont aussi un moyen de se découvrir, de s'accomplir aussi très certainement, et que le cadre d'entrer dans le savoir n'est pas forcément quelque chose qui doit être vécu de manière négative parce qu'on va être évalué sur sa capacité à, mais qui doit aussi devenir quelque chose de gratuit. On rentre dans la lecture, on rentre dans le savoir de manière gratuite parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on y voit un intérêt, parce qu'on y trouve, encore une fois, une forme d'accomplissement personnel et de meilleure compréhension du monde à laquelle on est tous attachés. Et finalement, on y découvre une forme de plaisir dans la complexité de trouver le bon mot à écrire, de trouver la bonne interprétation, de retrouver les bons indices dans un ouvrage et de découvrir d'autres façons de penser le monde, effectivement, à travers des auteurs variés. Et des ateliers d'écriture qui sont menés dans beaucoup d'établissements pénitentiaires ou des journées de détention qui peuvent aussi exister, pardon. Ce sont l'occasion de comprendre comment les autres, les personnes avec lesquelles je vis, dans un contexte bien singulier, voient, vivent, ressentent le milieu carcéral, et de quelque part de chercher à me mettre à leur place aussi, et de rentrer dans une forme de relation qui est posée, apaisée, avec des mots, qui est explicité aussi, et c'est un moyen finalement, la lecture, l'écriture, l'accès au savoir, de redécouvrir ou de découvrir le vivre ensemble, et une qualité de vivre ensemble basée sur l'argumentation, la non-violence, l'écoute, le partage,
Et c'est une ambition à la fois qu'on partage d'un point de vue des valeurs, mais c'est aussi une ambition qui est portée d'un point de vue institutionnel. Ce sont des éléments qui sont gravés dans le Code de l'éducation, qui est celui que je maîtrise le mieux. L'État se donnant les moyens de faciliter l'accès à la culture pour tous les élèves. Et bien, j'ai bien dit les élèves, pas les enfants. On est élève et apprenant à tout âge. On l'est aussi quand on est majeur. On l'est aussi quand on est très avancé dans l'histoire de sa vie. Et c'est important qu'on n'ait pas de désaccord, en tout cas, sur ce principe-là. On apprend tout le temps. Tout le temps, on découvre des livres. Tout le temps, on a besoin de mettre des mots aussi sur ce que l'on vit et ce que l'on rencontre. Et les enseignants, l'institution Éducation nationale est garante de cela aussi, aux côtés du ministère de la Justice, aux côtés du ministère de la Culture et de l'ensemble des partenaires associatifs, institutionnels qui gravitent dans cet environnement. Merci beaucoup, Isabelle Martin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, bibliothécaire, responsable du pôle public empêché à la médiathèque Centre Social l'Agora à Metz. Je suis présidente du groupe Lorraine ABF et membre de la commission accessibilité, donc de l'association des bibliothécaires de France. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les bibliothèques, voilà, on a des missions qui sont définies par des textes de référence, le manifeste de l'UNESCO. Notre mission, c'est l'égal accès à tous à la lecture, à la culture. Donc voilà, c'est un fait entendu. Quand on est bibliothécaire, notre mission est celle-ci. Voilà, remplir cette mission. Et tout ça a été recadré dans la loi Robert, donc la loi sur les bibliothèques en 2021, dont le premier article est: les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour mission de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et aux loisirs, ainsi que de favoriser le développement de la culture. Les bibliothèques coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Voilà, donc tout ça nous a permis de légitimer en fait des partenariats qui existaient ou voilà, qui n'existaient pas. On voit l'engouement autour de ces journées d'études culture-justice, puisque j'étais à Paris la semaine dernière à une journée organisée par la BPI. Au niveau des partenariats avec les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires, c'est très disparate sur le territoire. Voilà, je veux juste rappeler qu'il y a 16 000 bibliothèques et points lecture en France. Les bibliothèques sont le premier lieu de proximité, premier lieu culturel ouvert à tous, d'accès totalement gratuit. Les services ensuite peuvent être éventuellement payants. Mais voilà, on peut tous aller dans une bibliothèque gratuitement. Et c'est pas une histoire de charité ou de vouloir être gentil, ça fait partie de nos missions d'aller également dans l'administration pénitentiaire pour permettre cet accès à la lecture et aux livres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Alors, je termine ce tour de table avec Khaled Miloudi. Alors, on disait, Arnaud Mouret disait qu'on a toujours le temps. C'est un peu votre histoire, Khaled Miloudi. On a toujours le temps et du temps, on en a beaucoup en prison. Et vous l'avez mis à profit pour découvrir d'abord la lecture, ensuite l'écriture. Oui. Alors pour poser un peu le cadre, c'est vrai que lire et écrire en prison, au-delà de passer le temps, de l'occuper, c'est survivre, c'est continuer d'exister. Moi, ça a été une révolution intérieure. Quand j'ai commencé à lire, je me rendais compte que plus je lisais, vous en parlez tout à l'heure, plus je remplissais ma boîte à mots, plus je trouvais le mot juste, le mot vrai, le mot qui me touchait dans le mille. La lecture et l'écriture m'ont permis de mettre de la lumière sur mon côté sombre, de me réconcilier avec moi-même. Je ne me connaissais pas, j'ai appris à me découvrir en lisant, en rencontrant le monde, en rencontrant les autres. Et dans cette cellule, c'était vital pour moi de
de créer une lucarne vers la liberté. Donc j'ai fait entrer l'amour, j'ai fait entrer la vie, j'ai fait entrer le soleil, j'ai fait entrer tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour rester humain. Et l'écriture aussi m'a permis d'agrandir mon espace intérieur. Je ne me connaissais pas, de mettre aussi mon esprit en mouvement. Je faisais que du sport et puis d'un seul coup, voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre mon esprit en mouvement, de le parcourir et peut-être aussi de l'approfondir aussi. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que la lecture, l'écriture est créée aussi, puisque ça m'a permis aussi de créer. Comme Jean Genet le dit, et moi très humblement, je peux dire que les mots m'ont sauvé quelque part. Ils m'ont permis de me bonifier, d'assumer toutes ces responsabilités, ces mauvais choix que j'avais faits, cette vie que j'avais menée, ces absences aussi auprès de mes enfants et des gens qui m'aimaient, d'être ce père absent, ce père sur pellicule. Et ça m'a permis aussi dans cet univers où dans le quotidien on peut être désociabilisé, déshumanisé, de m'ancrer et de garder cette humanité, de m'apaiser et de créer du lien aussi beaucoup autour de correspondances épistolaires. Et puis après, quand j'ai pu me réconcilier et m'apaiser, je me suis rendu compte que c'était important pour moi aussi d'essayer de transmettre ça à des co-détenus. Moi, j'étais un détenu longue peine, donc j'ai fait toutes les centrales de haute sécurité. C'était des déserts affectifs, culturels et sociaux. Et je me rappelle d'un certain Michel qui avait été condamné à perpétuité, qui n'avait jamais ouvert un livre. J'avais été boire un café dans sa cellule et en sortant, j'étais triste pour lui, en me disant comment il a fait pour tenir 25 ans sans jamais ouvrir un livre. J'avais un petit carton avec quelques livres et dont j'avais Spartacus. Donc je cherchais ce qui pouvait éveiller en lui quelque chose. Et je lui ai ramené Spartacus qu'il a lu en une semaine. Et après, les cours de promenade, grâce à Michel, s'étaient transformés en Masque et la plume. Quelque part, j'entendais hurler dans les fenêtres, mais où il est où Spartacus? Et puis je suis revenu avec d'autres livres. Donc voilà, la lecture, l'écriture en prison, c'est quelque chose de vital. Donc, voilà. Oui, c'est intéressant parce que l'un et l'autre, Arnaud Mouret et vous, Ralen Melloudi, vous insistez sur cette dimension d'humanité. Dans le fond, l'expérience de lecture, c'est une expérience d'humanité. C'est une expérience qui nous rapproche des autres. Oui, Ralen Melloudi. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'elle est fondamentale. Elle est vitale. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, de l'intérieur, je l'ai vécu comme ça. Je pense que je ne serais pas l'homme que je suis si je n'aurais pas ouvert des livres. Ça m'a permis aussi de tourner le dos à mon passé, d'accepter ces mauvais choix, d'assumer pleinement mes responsabilités et puis quelque part d'être aujourd'hui dans la transmission, d'abord aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... pour Michel, avant qu'il lise Spartacus, il fallait qu'il soit encouragé. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'intimidation quand on n'a jamais lu, ou est-ce qu'on n'a pas un peu peur de commencer, de se lancer? Bien sûr, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec monsieur le directeur, effectivement, la lecture, l'écriture, la poésie, le théâtre, l'art en général, ont encore du mal à se frayer un chemin dans les esprits en prison. Je me rappelle quand on était embarqué par la prof de littérature dans une aventure humaine et théâtrale, Caligula, d'Albert Camus. Tout le monde nous prenait pour des fous, pour des extraterrestres, quelque part. Et puis petit à petit, ils se sont pris au jeu et ils ont appréhendé aussi la culture et l'art en général. Donc voilà, on ne se sentait pas légitime pour appréhender la lecture, l'écriture, la poésie. Et c'est des clichés qu'il faut faire tomber, bien sûr. Et alors, au point de vue du travail éducatif des CEPIP, comment vous pouvez reprendre? Merci. Alors, les CEPIP ont un rôle effectivement d'orientation et d'accompagnement et de créer du désir aussi sur la culture. Alors maintenant, nous avons aussi les coordinateurs, mais on parlait du Goncourt des détenus et je pense qu'Isabelle a une expérience assez extraordinaire pour montrer que toutes les actions qui sont portées en détention, que ce soit la lecture à haute voix, que ce soit le théâtre, ça stimule quelque chose. Et enfin, moi, je vais te laisser raconter ce que tu nous as raconté tout à l'heure sur le Goncourt, parce que franchement, je trouve que le bouche à oreille entre détenus, ça raconte tout de comment les mots circulent et comment on peut amener les autres à aller vers le livre.
Donc la maison d'arrêt de Metz a candidaté pour participer au Goncourt des détenus à la première édition il y a 2 ans. Et puis nous avons refait l'expérience cette année. Et donc dans ce cadre, j'interviens à la maison d'arrêt puisqu'un groupe de lecteurs est constitué par la professeure documentaliste. Donc à Metz, il y a une professeure documentaliste qui gère les bibliothèques et qui est sur l'unité locale d'enseignement. Et c'est elle qui a en charge, avec la coordinatrice culturelle bien sûr, le Goncourt des détenus. Et elle monte un groupe de lecteurs. Ils ont 2 mois pour lire les ouvrages de la sélection, donc c'est quand même assez bref. Cette année, il y en avait 16. Et donc, il y a 2 ans, il y avait un jeune homme, Michael, qui était en rupture totale avec la lecture, de très, très, très mauvais souvenirs. On sentait que c'était très douloureux, la scolarité chez lui. Mauvais élève, au dernier rang, qui a arrêté les études très tôt. Il n'avait même pas son brevet, il l'a passé là cette année. Et donc, il s'est remis à la lecture dans le cadre de ce projet Goncourt des détenus. Et il était encore là cette année pour la 2e édition, donc il s'est réinscrit. Et il me disait qu'il était à 188 romans lus depuis 2 ans. Il tient un carnet, il note tout, il se souvient vraiment de toutes ses lectures et de tous les livres. Bon, moi qui suis bibliothécaire, j'oublie toujours les titres, et voilà. Et donc, il a développé un véritable esprit critique littéraire. Il dit des choses très très pertinentes sur les ouvrages. Et voilà, il nous a dit cette chose très belle. Le jour où je sortirai, je n'allumerai plus la télé, je prendrai un livre. Voilà. Et pour la petite anecdote, ça a généré des échanges entre détenus participants, mais au-delà du groupe de lecteurs. Et puis même, lui, il y a 2 ans, il a lu la sélection. Et il a demandé à sa sœur, qui était à l'extérieur, de lire également la sélection. Et ils échangeaient tous les 2 sur les livres lus. Et donc, il m'avait fait cette petite réflexion, me disant « Bon, elle a le temps de lire parce qu'elle travaille à la Sécu. » Mais voilà, ça vient vraiment travailler la confiance en soi chez des personnes qui sont abîmées par des parcours de vie, mais pas que. Mais après, ça, c'est quelque chose que moi, je retrouve aussi sur d'autres publics empêchés qui sont pas incarcérés. La lecture, et notamment la lecture à voix haute, permet de réparer ça, quoi. Quelle est la particularité de la lecture à voix haute ? Eh bien, on prend un texte et on le lit à voix haute. En 2020, avec la Maison d'Arrêt, on a monté un projet de lecture à voix haute avec donc un groupe aussi de personnes qui avaient choisi un ouvrage à la ligne de Joseph Pontus. Et donc, moi, j'y suis allée pour mettre en voix ce texte. Voilà. Et donc, les personnes, on avait découpé le texte, et les personnes devaient faire une lecture à voix haute au public. Et donc, il y avait une représentation qui était prévue à l'extérieur, puisque c'était dans le cadre d'un partenariat avec le Salon du Livre. Et ça permet de donner à entendre un texte. Alors, pour les auditeurs... ça permet un accès au livre aussi qui peut être plus simple que de prendre le livre et de le lire. Et pour les personnes qui lisent à voix haute et qui donnent à entendre ce texte, alors la lecture à voix haute, c'est une technique, mais on progresse très très vite en fait. Et moi j'ai vu mais aussi bien des jeunes en classe Ulysse qui disaient moi le livre c'est pas pour moi, je lis pas, je sais pas lire, ou des élèves allophones qui maîtrisent pas le français. Ou des personnes donc à la maison d'arrêt qui ne sont pas au départ à l'aise avec la lecture, qui sont presque dans le déchiffrage en fait. Et très très vite on peut progresser et ça amplifie la confiance en soi. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Parce que je pense aussi que c'est des personnes qui se sentent en dehors de ce médium-là, et à un moment donné, ils arrivent à se l'approprier, et ils voient qu'ils ont cette capacité-là, parce qu'effectivement, on a tous la capacité de lire, et une fois dépassés les souvenirs de lecture barbantes du collège et du lycée,
on trouve du plaisir, et c'est un plaisir à faire entendre un texte. Oui, et c'est un plaisir aussi, je pense, enfin c'est un effort colossal, je pense, pour certains détenus, parce que ça les expose, et ça leur permet aussi de donner de l'émotion, ce qui s'interdisent beaucoup, parce qu'en détention, il y a une carapace qu'il faut pour tenir, et la lecture à voix haute, une fois qu'ils ont passé le cap, ils disent vraiment qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que ça leur donne confiance en eux, et puis ça leur permet de découvrir un registre d'émotions qui s'était interdit jusqu'à présent. Il y avait juste un enjeu qui semble important de rappeler aussi. Ça n'est pas forcément naturel pour déjà une personne de rentrer dans un livre, d'ouvrir un livre, de rentrer dans la lecture. Et c'est peut-être encore plus vrai dans la population carcérale. On en discutait hier pour rappeler qu'il n'y a pas plus de personnes illettrées en détention qu'en contexte ordinaire. C'est important de le dire. Mais par contre, qu'il y ait un plus fort déficit culturel au sein de la population carcérale que dans la population générale, oui, c'est quelque chose qui est certain. Et finalement, rentrer dans le livre, rentrer dans la culture, plus généralement, la lecture et l'écriture, doit être accompagné. C'est essentiel qu'il y ait un médiateur, quelqu'un qui fasse le lien, qui rassure aussi dans cet accompagnement des professionnels du livre, des médiateurs culturels, des médiateurs du livre, des enseignants. Aussi pour qu'ensuite il y ait une forme d'autonomie qui puisse s'établir pour la personne, de choix, de liberté, qu'elle s'autorise à oser ouvrir, choisir un livre aussi. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. Apprendre à lire, c'est quelque chose d'éminemment complexe, douloureux, mais finalement ça procure beaucoup plus de bienfaits une fois qu'on a dépassé ce stade-là. Mais c'est pas forcément pour la population carcérale qui peut avoir un parcours scolaire difficile, chaotique, là aussi éminemment douloureux, je n'en doute absolument pas. Si on rassure pas, si on n'est pas présent pour faire tomber la barrière affective de rentrer dans la lecture, on empêchera de manière durable, à mon avis, la population carcérale d'être plus libre en détention pour accéder aux ouvrages. C'est bon? Ouais. Je voulais juste rajouter au niveau de la lecture à voix haute, en dehors de la lecture qu'on fait de livres, mais la lecture aussi, quand on a écrit quelque chose. Moi, dans mes ateliers d'écriture, je le vois, après les avoir fait écrire, je fais toujours une restitution. Et quand il y en a toujours un ou deux qui n'osent pas lire, mais la plupart lisent leur texte, et là, il se passe aussi quelque chose. Ils ont couché sur le papier des choses intérieures, des choses à eux, des choses intimes, et être capable aussi de le lire après à haute voix, de le donner aux autres, c'est un exercice difficile aussi, et il y a un pas qui est franchi aussi. Là, je prends l'exemple de détenus à Chambéry qui sont revenus après l'atelier voir leur prof et en lui disant jamais j'aurais pensé me livrer comme ça devant mes co-détenus. En promenade, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de nos blessures, on ne parle pas de nos émotions, on ne parle pas de nos failles. Et lui-même, quelques jours après, est revenu en disant voilà, ça lui a paru tellement incroyable d'être capable de parler de lui, de parler de ses failles, de parler de son mal-être, de parler de la solitude. Et ça vaut aussi avec les jeunes que j'ai la chance d'encadrer. Il se passe quelque chose quand on lit son texte après. Alors, merci beaucoup. Est-ce que le débat maintenant est ouvert sur vous? Vous avez votre intervention. Merci de vous présenter, de savoir d'où vous parlez, comme on dit. Quelle est votre expérience par rapport à la lecture? Alors, qui veut se lancer pour une première question? Je pensais, en écoutant Khaled Miloudi, pour un CEPIP, pour un accompagnement, quelqu'un qui assume ses failles, quelqu'un qui est capable de parler de ses failles, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. Oui, tout à fait. Je propose d'ailleurs une CEPIP qui est dans la salle de bien vouloir justement nous faire ce retour-là, parce que je crois que personne ne peut mieux parler de ce travail-là qu'un CEPIP. Valérie, est-ce que tu accepterais? Je suis désolée. Je suis désolée, Valérie. Je ne suis pas très à l'aise. Bonjour, Valérie Almarcha, je travaille au SPIP de Besançon. J'ai
20 ans ou 22 ans de milieu pénitentiaire et ça doit faire depuis 2014 que je travaille en milieu ouvert. Donc avant, c'était le milieu fermé. J'ai entendu beaucoup de choses sur le livre. Je suis une très grande lectrice. J'adore le livre. J'ai pas rencontré... Enfin, j'essaie de me rappeler à quel moment, est-ce que c'était mes parents ou à l'école, que j'ai eu accès à ça. Ça marche pas. Quand une personne donc on accompagne arrive à parler d'elle, de ses douleurs, de ses failles, de son parcours de vie, de savoir qu'il n'est pas jugé et que ça c'est montrer une facette de lui qu'il n'aurait jamais pu montrer à l'extérieur, il fait un grand pas. Ouais, ça peut être très valorisant pour la personne. Et puis, c'est aborder son histoire par un autre biais, qu'il n'a certainement pas eu l'habitude d'avoir. Et je trouve que les échanges sont beaucoup plus riches, sincères. Et surtout, ça donne quelque chose à la personne qui n'avait peut-être pas l'habitude de s'exposer de cette manière. Merci, Madame Gréziac. Désolée, Valérie. Vous pouvez même faire le relais avec vos collègues. Peut-être qu'elles ont aussi... je ne sais pas. Si vous voulez vous exprimer, puisque vous êtes toutes les trois l'une à côté de l'autre. Je suis désolée, franchement. Bonjour, alors comme Valérie, je ne suis pas à l'aise du tout. Merci Madame Gréziac de nous mettre à l'épreuve comme ça. Donc Sandra, pareil, je suis CEPIP à Besançon, donc collègue de Valérie, depuis un peu moins longtemps. Je suis passée par le milieu fermé aussi, j'y suis plus depuis un petit moment. Je trouve que ce que Valérie a dit, c'était vraiment vrai. Alors moi, je ne suis pas une grande lectrice comme Valérie, mais et j'ai pas souvent utilisé le livre dans mon travail avec les personnes qu'on peut suivre. Par contre, ce que je trouve très très intéressant, là, ce qui a été dit par Monsieur Miloudi, je trouve le fait de bien connaître les gens, enfin l'exemple que vous avez donné du livre que vous avez choisi pour faire rentrer la personne dans la lecture, je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, ça venait répondre à la question, à savoir qu'est-ce qui est tellement difficile de rentrer dans la lecture quand on n'est pas lecteur, quand on est loin de tout ça, enfin quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas tout ça. Et voilà, cet exemple, j'ai trouvé vraiment magnifique et ça a fait écho aussi à... Alors, c'était pas de la lecture, mais c'était un accompagnement de détenus sur une sortie en musée. Et j'ai toujours ça en tête parce que ça m'avait marqué, mais vraiment profondément. Tous les gens qui étaient venus avec nous, enfin les détenus qui étaient venus à cette sortie, je tremble. Tous les détenus qui étaient venus à cette sortie n'étaient jamais rentrés dans un musée. Et il y a un monsieur qui a dit à un moment, mais il a dit comme ça, mais je vais revenir avec mes enfants. Et je me sens aujourd'hui le droit de rentrer dans un musée. Mais il y avait vraiment cette histoire de légitimité là, qui est, je trouve, qui est énorme. Et pour aller tailler là-dedans, c'est du dur, quoi. Voilà. Merci, désolée. C'est très intéressant votre exemple du musée, parce qu'on parlait des codes de la lecture, mais j'ai une expérience analogue, nous, avec Père, on faisait des visites de musée avec Létis, et puis des Chibani, bien sûr des éducateurs, et on a fait plusieurs ça dans plusieurs musées, y compris au Louvre. Et ce qui était intéressant, c'est que d'abord, c'est Létis qui sont aussi sourcilleux, pointilleux sur ce qui est permis, pas permis, pur, impur, etc. On a visité les antiquités grecques au Louvre, où il y a quand même beaucoup de statues de femmes avec des voiles extrêmement... aucun problème.
aucun problème. Comme s'il y avait une sorte d'immunité de l'art. C'est l'équivalent de la fiction c'est l'équivalent de la fiction dans un roman. Quand on lit un roman, c'est une fiction, donc c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, en même temps qui est plus vrai que si c'était arrivé. Et à la fin de ces visites, il y a un garçon particulièrement explosif qui est revenu spontanément à une visite ensuite, alors qu'il n'était pas obligé, il était en fin de SME, bon. Et il a dit à la fin, mais j'adore les musées, j'adore cette ambiance des musées, j'adore apprendre des choses, mais je ne peux pas y aller tout seul. J'aurais trop honte, j'ai pas les codes, je sais pas comment me conduire. Sous-entendu, j'ai pas ma place dans les musées, quoi. Et donc, je pense que on bute toujours sur cette question d'autorisation de la culture, qui est un vrai problème. Alors du coup, moi je suis CEPIP en milieu ouvert, donc très jeune professionnelle par rapport à mes collègues. Donc j'ai pas non plus l'occasion de vraiment aborder les livres avec les suivis que j'ai pu rencontrer. Par contre, donc là le suivi est terminé, mais je me souviens d'un jeune majeur donc, que je suivais et on avait parlé un petit peu effectivement culture. Et je pense que lui aussi, il avait quitté l'école très tôt. Et dans les livres, c'était vraiment Victor Hugo, vraiment les grands romanciers français qu'on étudiait à l'école. Et il en avait été dégoûté, je pense. Et par contre, il était absolument fan de cinéma, et notamment des Marvel, donc Iron Man, Thor, les Avengers. Et je lui avais dit, mais à la base, tout ça, c'est des BD, c'est des comics. Enfin, ça vient de livres, même si c'est pas des livres romans. Et en fait, après, je sais qu'il était allé en acheter en librairie et il m'en parlait. Il me disait, mais c'est beaucoup plus complet que les films. Ça m'a permis de comprendre des choses, parfois dans les films où ça va très vite. Et je pense qu'il y a encore parfois, chez les jeunes ou les moins jeunes aussi, cette idée que le livre, c'est forcément des gros romans et qu'en fait, il y a d'autres ouvrages, d'autres livres qui peuvent permettre un accès à la lecture et à la culture de manière différente, avec des images où parfois c'est plus simplifié pour eux, et ça leur permet, oui, de rentrer aussi dans d'autres, de rentrer dans la culture comme ça. Oui, mais je crois que j'avais lu quelque part que le film Monte Cristo a attiré énormément de lecteurs qui se sont plongés ensuite dans l'œuvre de Dumas, qui est alors incroyablement plus complexe, très lisible, mais beaucoup plus complexe. Il y a une intrigue, quoi. Et là, on voit entre parenthèses, à propos de Monte Cristo, la différence de richesse entre ce que peut montrer l'image, un film, et ce qu'il y a dans un roman, quoi. Oui. Bonjour, rebonjour. J'aurais une double question peut-être pour Aled déjà. Est-ce que tu saurais nous décrire le mécanisme qui a présidé chez toi dans ce parcours que tu racontes dans Les mots de l'ombre, qui est sur la table, à la naissance ou renaissance du désir de lecture puis d'écriture? Quels sont les éléments sans doute intime, ça tu n'es pas obligé de le décrire en détail, mais aussi extérieur, ce qui était proposé dans les lieux d'incarcération. Première question à Khaled, et peut-être à Isabelle, quelques expériences de travaux de la bibliothèque à la maison d'arrêt. Comment vous faites très concrètement? Comment vous organisez le travail? Moi, ça s'est imposé à moi, voilà, un peu comme l'exemple que tu as pris tout à l'heure du policier. À un moment de ma peine, j'étais à l'isolement et je voulais fuir mes responsabilités. Donc pour les fuir dans une cellule, c'était me suicider. Mes enfants pesaient lourd dans la balance puisque je me suis projeté, je me suis vu dans le cercueil, je les ai vus défiler, donc il s'est passé vraiment quelque chose ce soir-là. Et j'avais écrit 3 mots en phonétique en arabe, Neprekum, Motarlekum, je vous aime, je me meurs sans vous. Et dès le lendemain, j'ai commencé à lire l'Iliade d'Homère, j'ai relu l'Iliade d'Homère, donc j'ai commencé un peu à
à retrouver un peu. Voilà, c'était les livres, les pages que je tournais tranquillement sont devenues tout de suite comme une liseuse qui éclairait l'obscurité de ce désarroi dans lequel j'étais plongé. Donc voilà, moi, la lecture et l'écriture sont arrivées à un moment donné de ma vie où voilà, je voulais en finir, je voulais fuir ces responsabilités, cette peine qui n'en finissait pas. Donc voilà, moi ça a été, voilà, quand je dis que l'écriture et les livres m'ont sauvé, c'est pas galvaudé. Oui, c'est le titre du bouquin de Georges Semprin, hein, sur l'écriture ou la vie. C'est-à-dire, c'est une dimension vitale à l'écriture. Il y avait une seconde question. Alors, comment... le partenariat avec la maison d'arrêt à Metz remonte à, voilà, à plusieurs années. Et au tout départ, en fait, ça a été une rencontre avec Séverine, professeure documentaliste à la maison d'arrêt, qui était lectrice dans la médiathèque dans laquelle je travaillais. Et comme beaucoup de partenariats avec les publics empêchés, ça fonctionne très souvent sur une rencontre de personnes, d'où l'importance de ensuite conventionner le partenariat, puisque quand les personnes partent, le service s'arrête, et donc c'est pas du tout satisfaisant. Mais voilà, on a commencé comme ça, donc une rencontre humaine. Et puis je suis allée faire, parce qu'à l'époque j'étais responsable des équipes jeunesse des médiathèques de Metz. Donc mes premières interventions, c'était avec le quartier mineur. Voilà, des ados qui devaient tourner des petites vidéos, comme ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une petite critique de livres. Donc là, ça a été très compliqué parce qu'ils n'étaient pas du tout facilitants. Mais ça a été, voilà, un partenariat comme ça. À un moment donné, puisque c'est important et puis c'est nécessaire, j'ai rencontré ma hiérarchie pour essayer de mettre en place un vrai partenariat. Et puis ça a bloqué. Voilà, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de tutelles pour qui on est enregistré. Zut. Il faut justifier souvent ce type de partenariat. Les bibliothèques municipales, dans le cadre d'un partenariat, n'apportent pas d'argent, mais c'est du temps d'agent. Voilà. Et c'est quelque chose quand même de précieux aussi pour les collectivités. Donc, à cette époque-là, je me suis trouvée face à un nom de la collectivité qui estimait qu'il y avait d'autres priorités. Donc le partenariat est resté comme ça pendant plusieurs années. Et puis il y a en 2018, voilà, changement de direction à la tête du service. On a repris en main ce partenariat. Il y a eu une grosse journée qui a été organisée avec la direction pénitentiaire de Strasbourg, avec nos collègues de Nancy, puisqu'à Nancy il y a un travail bibliothèque municipale, maison d'arrêt qui date depuis très très longtemps. Et puis à nouveau un petit peu voilà, d'attente. Et le vrai partenariat, je dirais, s'est mis en place en 2019. Donc on y va, je suis la principale référente, mais j'ai une collègue qui y va aussi. Ma collègue Virginie y va pour faire des ateliers d'écriture dans le cadre du Printemps des poètes. Voilà. Le Goncourt des détenus, il y a eu ce gros projet autour de la lecture à voix haute, mais qui n'a pas pu avoir lieu puisque c'était l'année du Covid. Et puis, le Goncourt des détenus, il y a 2 ans, a donné lieu à le groupe participant ne voulait pas que ça s'arrête à la fin du Goncourt des détenus. Donc en fait, il y a un club lecture qui a été mis en place et donc j'intervenais aussi sur ce club lecture. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que on pense souvent, et à tort, que le livre en prison permet de s'évader. Et je pense qu'au contraire, c'est ce que tu as dit aussi, Khaled, et peut-être que tu peux... Et c'est ce que vous avez dit aussi dans votre introduction, c'est que je pense que le livre est une manière d'être profondément au monde
et que c'est un lien complet et direct avec le réel. Voilà. Je vais donner la parole à Arlène, mais je vois que M. Pidet commence à préparer ses... Alors, je lui donne sa parole parce qu'on a mis en cause... Quoi, on a mis en cause, pas mis en cause, mais on a souligné l'importance d'autoriser ces partenariats. Et... Merci infiniment, mais non, mais je suis content de pouvoir reprendre la parole une dernière fois avant de vous quitter à regret. Oui. Vraiment, pour vous remercier, pour incarner chacun... avec vos expériences propres, elles sont toutes différentes et de mondes et de places fort éloignées, et à la fois elles se rejoignent toutes, donc tout ça est de nature à vraiment nous galvaniser, quelle que soit notre place, notre position dans les politiques publiques dont je parlais tout à l'heure, aussi dans les institutions, chacun plus ou moins éloigné du quotidien finalement, et de la réalité des personnes détenues qui sont au cœur de ce qui nous anime aujourd'hui. Monsieur Mizouti, vous êtes un formidable exemple, et ça donne vraiment envie de vous voir intervenir ailleurs qu'à Chambéry, ailleurs qu'au service de la PJJ où vous avez aujourd'hui. Je lance une piste comme ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup pour ça. Et puis peut-être un dernier mot sur un acteur qu'il ne faut pas oublier, ou des acteurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi présents dans la salle, je le sais, et pardon pour les avoir peut-être un peu oubliés dans ma petite allocution tout à l'heure, c'est le secteur associatif. C'est-à-dire qu'il y a toutes les différentes institutions, et puis il y a des associations souvent portées par des bénévoles, et alors évidemment une des compagnes de route les plus anciennes de l'administration pénitentiaire sont l'association des visiteurs, c'est l'association des visiteurs prison, je les sais très présents, et je sais également que pour pas mal de visiteurs ou visiteuses de prison, le livre est un support absolument, un vecteur et un moyen d'échanger, au moment où parfois la relation, elle peut aussi finir par tourner à vide. Voilà. Et souvent, je l'ai entendu, vous avez été un passeur de livres, et ça peut être un formidable vecteur de réactivation d'une relation qui, dans certains cas, il faut le savoir aussi, peut se poursuivre à l'extérieur de façon, là aussi, accompagnée et guidée. Voilà, donc merci infiniment pour nous permettre de réfléchir à toutes ces pistes d'amélioration d'une part d'humanité qui ne se résume pas à des actes parfois très difficiles commis. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Et on voit bien ces caractères à la fois très objectifs du livre, mais qui permet la communication. Alors, il y avait une question qui t'était posée, Khaled, sur le livre, un moyen de s'évader. Mais non, c'est un moyen d'être là, d'être vraiment là, et de là où on est. En quelques mots, je rajouterais que ces voyages immobiles, c'était des voyages intérieurs. J'allais à l'intérieur de moi, et donc je m'ancrais dans mon humanité. Comme je le disais en prison, malheureusement, au fil des mois, des années, j'en ai fait 22, on a tendance un peu à se déshumaniser. Dans ce quotidien, on est pris dans cette une espèce d'emprise qui fait que vous perdez un peu la notion de cette humanité, puisque, vous savez, la prison, c'est un monde de violence où il n'est pas bon de faire voir sa faiblesse, de parler, tout à l'heure on parlait de failles, de blessures, de mal-être. Donc oui, non, plus je lisais, plus je m'ancrais dans cette humanité, et plus j'avais besoin de me relier au monde. D'où ces privilèges d'avoir des correspondances épistolaires, d'avoir des échanges, de créer des ponts entre le dedans et le dehors, grâce à la lecture et l'écriture, bien sûr. Oui. Voilà, merci à vous tous, c'est vraiment un débat formidable. Je suis Laure Ozon, vous demandiez qu'on se présente, donc très rapidement, je suis éditrice professionnelle à l'université et autrice. Voilà, alors le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question de la place que Antoine Garapon, vous avez mise en avant dès le début, je dirais, en définissant la justice comme donner à chacun une place dans le monde, ce que j'ai cru retenir.
Et cette question de la place, elle est intervenue aussi au musée tout à l'heure. Il était question de légitimer toujours la place dans les institutions culturelles, et à commencer par le livre, puisque c'est l'objet premier de du fait que nous sommes ici. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi, je trouve, c'est que ce musée, finalement, il représente un premier pas vers l'extérieur aussi. L'extérieur de la prison. Et moi, la question que je me pose, si vous voulez, parce que vous avez très bien parlé effectivement de cette intériorisation, de cette humanité qu'on trouve à la lecture, ou qu'on retrouve, qui est tellement absente de l'univers carcéral. Et moi, effectivement, j'aimerais savoir jusqu'où peut aller finalement cette passerelle, ou en tout cas, comment vous, les professionnels du domaine, vous envisagez la lecture et comment vous la pensez, la lecture, la culture, comme aussi peut-être une passerelle vers un avenir qui serait en dehors de la prison, justement. Alors déjà, c'est notre mission principale, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on doit forcément faire du dedans-dehors. Les passerelles, elles se font alors difficilement, parce que nous, on a essayé à plusieurs reprises d'organiser des permissions de sortir pour aller à la médiathèque, pour la faire découvrir. Bon, malheureusement, il y a toujours les conditions légales, etc. C'est parfois compliqué entre les disponibilités des médiathèques et nous. Bon, sur le partenariat musée, en tout cas, ça fonctionne quand même depuis des années. Et moi, j'ai travaillé sur Besançon et j'ai une expérience, moi, de sortie théâtrale. Et ça restera sans doute un moment extraordinaire, en tout cas pour ma part, parce que donc c'était le centre de semi-liberté. Le théâtre est venu présenter la pièce. C'était un retour. Enfin, c'était une prostituée qui racontait son parcours. Et au centre de Semi, quand on a proposé cette sortie, les réactions de certains détenus ont été virulentes, en disant que c'était inadmissible qu'on aborde. Enfin voilà, Et la personne la plus virulente est sortie. Et moi, je suis allée donc les rechercher parce qu'on n'avait pas assez de place, et on a échangé sur la pièce. Et ce détenu, alors du coup, nous a raconté que la seule fois où il était rentré dans un théâtre, c'était à l'école, et que depuis, c'était jamais autorisé à y retourner. Et cette pièce qu'il avait rebutée, mais franchement, à la présentation, il a découvert comment cette actrice pouvait raconter un parcours de prostituée, sa mère ayant été elle-même prostituée, donc ça avait été très très difficile, et c'est pour ça qu'il avait réagi très violemment. Sauf qu'il est quand même sorti la voir, et qu'il nous a dit qu'il retournerait au théâtre. Alors je ne sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, et c'était très intéressant de voir cette réaction et ce franchissement d'une porte, et surtout la découverte aussi d'une pièce qui le mettait en question. Et lui permettait quand même d'avoir envie de retourner, parce que le théâtre lui avait permis de voir autrement les problématiques, je pense aussi. Et enfin voilà, en tout cas, c'était un moment de ma carrière très fort. Je pense à tous les auteurs qui viennent aussi, parce que c'est des rencontres fabuleuses qui donnent des envies aussi. Et du coup, ces envies, elles se poursuivent forcément à l'extérieur. Les ateliers d'écriture, nous aussi, les intervenants, sont des intervenants qui, à l'extérieur, poursuivent aussi la démarche et ouvrent leurs portes. Donc, notre but, c'est de toute façon de les amener dehors. Et c'est pour ça que les partenariats locaux sont importants. C'est vrai que on a la chance effectivement d'avoir une médiathèque présente, c'est malheureusement pas toujours le cas, mais il faut des partenariats locaux. Et hier, on déplorait qu'il n'y ait pas de financement DRAC sur la lecture. Les SPIP ont des budgets, et beaucoup d'ateliers d'écriture, de lecture à voix haute, etc., sont financés hors DRAC. Parce que c'est souvent des acteurs locaux qui n'ont pas une dimension de grands acteurs culturels, mais qui font un travail de proximité fabuleux. Enfin, je pense que Sylvie, j'aimerais bien qu'elle parle, parce qu'elle a 20 ans d'expérience pénitentiaire, et je voudrais bien qu'elle puisse nous faire ce retour aussi du dedans-dehors. Merci. Alors, voilà, moi, c'est formidable d'animer une table ronde avec Mme Gréviac. Parce que... Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille à la médiathèque de Nevers. Oui. Et donc, j'interviens depuis plus de 20 ans
donc au sein de la bibliothèque de la maison d'arrêt. Donc j'ai fait de belles rencontres, on a eu de belles échanges avec les détenus, voilà, donc un parcours intéressant. Et donc, je rejoins Madame Brisac, la lecture et le livre, voilà, c'est une chose vraiment importante pour le détenu, voilà, un moment de rencontre, un moment d'échange entre détenus, voilà. Et j'ai la chance actuellement, le détenu bibliothécaire qui tient la bibliothèque vraiment avec rigueur et avec passion, parce qu'il est vraiment actuellement passionné. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir échanger, de travailler avec lui pour le fond, pour la gestion du quotidien, pour les commandes, pour le turnover qui se fait aussi au sein de la bibliothèque. Voilà, donc moi c'est vrai que je suis assez passionnée et j'ai fait de belles rencontres avec certains détenus par le passé. Voilà. Désolée, pas toujours élève. Sur votre question sur à quoi ça mène, en fait, aussi, il y a deux choses. On ne va pas, en offrant la lecture, en offrant un accès à l'écriture, au savoir, à la culture en général, orienter les personnes détenues vers ces métiers-là à la sortie des détention. Si déjà ils rentrent dans un lieu de culture et que ça suscite du plaisir, quelque chose de gratuit, comme je le disais, c'est très bien. Mais il y a quand même, à l'occasion d'ateliers d'écriture, par exemple, des liens qui se font entre des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels, pour accueillir, à l'issue de la détention, des anciens détenus ou à l'occasion d'une permission de sortir, des détenus, pour découvrir, et j'ai un exemple en tête en particulier, les métiers du journalisme. Et je pense à un détenu d'Orléans-Saron qui a pu passer, je crois, un stage d'1 mois ou 2 mois auprès d'M6, grâce au travail de la Fondation M6 auprès de la population carcérale. Donc il n'y a rien de systématique et j'ai envie de dire tant mieux. Déjà parce que je ne suis pas certain que les métiers de la culture soient en capacité d'accueillir l'ensemble des personnes qui touchent à un moment un objet culturel, mais surtout c'est pas la vocation. On ne sait pas, en offrant un accès à la lecture, à l'écriture, ce que ça va produire chez les personnes, tout comme lorsque un enfant découvre un sport en tant que loisir, même s'il a envie à un moment de devenir joueur de foot professionnel ou joueur de rugby professionnel, que sais-je, il ne le fera pas forcément, ça restera peut-être un loisir et quelque part tant mieux. Là aussi, je ne dis pas qu'il y a trop de footballeurs, mais il faut de la place pour tout le monde et à chacun en fonction de là où il en est, de ce qu'il peut apporter, de ce qu'il a envie de porter. Et c'est peut-être le point essentiel. Laissons aussi le choix aux personnes détenues de faire ce qu'elles veulent de cette rencontre avec un lieu, un espace, des personnes en lien avec la culture. On ne doit pas, et c'est pour ça que le terme de gratuité pour moi est important, il n'est pas que pécunier, il est aussi le fait qu'on n'en attende rien en retour. On vous donne quelque chose, on vous offre quelque chose, et advienne que pourra. On sera là pour accompagner, et là je parle encore une fois d'un point de vue institutionnel, la découverte de métiers en lien avec le monde culturel, de l'édition, de l'écriture, le journalisme, la production audiovisuelle aussi. Il y a des formations dans ce cadre-là, mais si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. On continuera à vous offrir cet accès à la culture. Juste pour compléter ce que vous dites par rapport à votre question, au-delà d'en faire parfois son métier, moi ça m'a aidé. Il y a eu une ouverture d'esprit qui s'est faite déjà en prison. Et puis en sortant, moi et d'autres détenus, puisque voilà, je ne suis pas le seul à être sorti après une longue peine, ça nous a beaucoup aidé aussi. La culture nous a aidé à retrouver notre place dans la société et même dans nos relations sociales. Voilà, il y avait une ouverture d'esprit qui s'était créée et puis plus on est ouvert d'esprit, plus on a la chance de rencontrer des gens, plus on va vers l'autre, plus on a aussi cette capacité d'écouter aussi. Donc la culture a permis ça aussi, même si on n'en fait pas un métier. Bonjour, merci à tous. Moi, je voulais rebondir sur... Vous présentez, s'il vous plaît. Pardon. Moi, je suis Baptiste Arbor, je suis commercial et étudiant en psychologie à distance. Et je voudrais rebondir sur un mot de Monsieur Mouret qui m'a touché particulièrement, qui était « lire peut être douloureux et complexe », une action douloureuse et complexe. Et c'est vrai que dépasser ce petit effort initial,
c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, par exemple, Monsieur Miloudi, vous avez donné le livre Spartacus, qui a touché ce collègue du milieu carcéral. Comment trouver les mots pour dépasser un petit peu, pour intéresser quelqu'un qui serait éloigné du milieu littéraire et qui réveillait un petit peu cette inertie qu'il a en lui et que la lecture pourrait donner un déclic. Voilà, c'est faire cet acte pour l'autre, ce cadeau. Je vais peut-être commencer sur la partie justement de dépassement de l'acte douloureux. Alors j'ai plusieurs vies professionnelles. Aujourd'hui, travaillant en centrale, mais j'ai été enseignant et professeur des écoles. Et très tôt, aussi en lien avec un parcours associatif autour de la littérature de jeunesse, il a fallu clarifier ce que c'était que de rentrer dans l'apprentissage de la lecture déjà pour un enfant qui pouvait rencontrer des albums de jeunesse en maternelle, dans son cercle familial, dans le cercle associatif, de manière ludique. Et pas forcément avec une visée particulière d'accéder justement au sens, au déchiffrage, à l'oralisation aussi. Et à l'UFM, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, il a fallu dans les échanges aussi clarifier le fait que finalement sortir du cadre ludique pour entrer dans un cadre plus professionnel, technique, n'était pas quelque chose qui allait de soi. Et que le fait de déchiffrer, de codifier l'accès à la lecture, n'est pas quelque chose de naturel et de spontané pour un enfant. C'est en sens que c'est quelque chose de douloureux. Ça peut être doublement douloureux lorsqu'on s'adresse à des adultes qui ont eu des parcours scolaires difficiles, chaotiques, qui ont pu vivre un rejet de l'institution éducation nationale. Et je ne peux qu'applaudir les évolutions censées maturer aujourd'hui de cette institution auprès des élèves les plus en difficulté ou ayant souffrant de troubles ou ayant un handicap. C'est doublement douloureux parce que à la fois il va falloir retravailler la codification et donc revenir sur quelque chose de technique qui était déjà douloureux et contre nature au départ, mais en plus dépasser la difficulté affective liée au trauma. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du mot, parfois qui a pu être généré, et avoir derrière donc un rôle de rassureur, de celui qui sait et qui finalement va être le passeur de savoir et d'accès, qui va aider en tout cas à la personne à rentrer de nouveau dans ce travail-là. Et ça produit des choses extrêmement intéressantes parce qu'une fois que la personne adulte qui a perdu le sens, qui a perdu le code, qui a perdu cette possibilité-là, prend confiance d'abord au médiateur, et je reviens, quel que soit d'ailleurs ce médiateur-là, elle va pouvoir reprendre confiance en elle et dans sa capacité à rentrer dans les aspects techniques. Et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs. Une fois que la technique est dépassée, c'est un travail autonome de répétition, de répétition à l'envie, et rentrer cette fois dans quelque chose de plus sensitif, émotionnel, du côté de la lecture en tout cas. Et c'est vrai que c'est quand on en arrive à ça qu'on touche en fait à ce qu'est l'objet de plaisir dont on a pu parler. C'est ce moment où on n'a plus besoin de forcer sur la technique pour être directement en lien et en prise avec le sens, qu'on peut le partager, qu'on peut aussi faire des inférences textuelles. Là, on touche vraiment à quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ce premier cap-là, je fais partie des personnes qui restent convaincues, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi pour un enfant, ça ne va pas de soi pour un adulte. Alors je siège aussi à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et ce sont des questions qu'on peut aborder très souvent. Ça ne va pas de soi, mais rien n'est perdu. Et c'est là aussi où il faut permettre aux personnes détenues de reprendre confiance de ce point de vue-là. Il y a des gens, il n'y a pas que des enseignants, il y a des gens qui sont là pour aider, et je crois aussi beaucoup au contact entre personnes détenues, entre un sachant et un moins sachant pour avancer et dédramatiser la situation. C'est fondamental que cet accès-là ne soit pas l'affaire d'une institution ou d'une personne, mais que ce soit partagé le plus largement possible. Très brièvement, alors on peut appeler ça aussi les pères aidants. Ouais. Oui.
Moi, le choix que j'ai fait, je connaissais l'univers carcéral et en promenade, les conversations tournaient autour de son affaire, comment on s'est arrêté, enfin tout tournait tout autour de la prison. Et je voyais aussi à chaque fois qu'il y avait des films à la télé, c'était des films, les co-détenus, c'était des films qui concernaient la prison, tout tournait autour de la prison. Et j'avais envie aussi, quelque part, de sortir justement, et je proposais souvent à mes co-détenus, aujourd'hui on ne parle pas de prison. Racontez-moi des souvenirs d'enfance, donc les promenades, on essayait aussi de s'élever, de s'embarquer au-dessus de ces murs. Mais pour en revenir sur le choix de Spartacus, dans ce petit carton, j'avais du Zola, j'avais du Dostoïevski, j'avais du Camus, et je savais que c'était pas avec ça que je pouvais intéresser Michel. Il fallait, comme certains détenus, que je le ramène à sa propre condition humaine, d'homme détenu, de longue peine. Et donc Spartacus, c'est l'histoire de cet esclave qui se libère de ses chaînes pour s'émanciper, qui s'érige contre Rome. C'est tout à fait ça qu'il lui fallait. Et d'autres détenus, c'était les chemins de la liberté de Nelson Mandela. Mais ça a été un chemin, ça a été le premier pas pour sortir justement de cette condition et d'aller vers un autre ailleurs. Mais il fallait le ramener à cette condition. Et souvent, malheureusement, les détenus longue peine surtout ont besoin qu'on les ramène, ont besoin de lire des livres sur la prison, ont besoin de voir des films sur la prison. Ça me fait penser qu'il faut un passeur, en fait. Et quel qu'il soit, que ce soit un enseignant, que ce soit un auteur, que ce soit un co-détenu, que ce soit effectivement le co-détenu classé pour animer la bibliothèque, il faut ce moment où il va se passer quelque chose, et peu importe qui c'est, parce que du coup, ça va être adapté. Si vous avez cherché le bon livre, l'intervenant, l'auteur, il va aller toucher quelque chose, et de cette relation-là, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que c'est important les médiathèques, parce que connaître quelqu'un dans une structure, ça aide à passer la porte. Et la notion de passeur, je trouve ça hyper important, et vous en êtes un parfait exemple. Enfin, tu en es un parfait exemple. Et parce qu'il y a l'expérience aussi, il y a la connaissance. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais. Donc moi c'est Frédéric Charrière, je suis nouvel éducateur au sein d'ANUAJ, mais à Troyes. J'étais préalablement surveillant pénitentiaire pendant 13 ans. Et donc j'ai été justement, je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous dites, et merci pour tout, parce que je reçois énormément par rapport à tout ça, et ça me fait des ponts entre dehors et l'intérieur, et je peux les faire maintenant, parce que j'ai accompagné à l'intérieur des détenus, j'accompagne maintenant des jeunes PJJ à l'extérieur. Et le rôle du passeur, il est primordial, parce que deux cas, j'ai eu un cas en milieu carcéral où que justement il est venu dans l'établissement après un transfert haute sécurité avec 298 procédures disciplinaires. Il y avait un oxy qui trimballait son chariot pour transporter tout son dossier disciplinaire. Donc c'était vraiment quelqu'un avec qui c'était difficile de communiquer. Et un jour, dans cette déshumanisation dans laquelle il était amené, il a été un peu dans l'obligation de communiquer avec nous, et il m'a demandé un livre de la bibliothèque. Et justement, on avait l'accessibilité au quartier disciplinaire d'avoir une petite bibliothèque. Et là, mon collègue me dit, prends-lui le plus gros livre, comme ça, ça va aller pour lui. Enfin, il va nous passer le temps, quoi. Donc, du coup, j'ai pris le plus gros livre, je lui ai donné, et le soir même, donc ça m'a permis de communiquer avec lui. Et il a lu le livre, et le lendemain matin, il me redonne le livre par la trappe, et il me dit, redonne-moi un autre. J'ai lu tout le livre de la nuit. Je lui dis, je comprends pas, je t'ai donné le plus... Mais il m'a dit, oui, je t'ai lu, il y avait 500 et quelques pages, il avait tout bouquiné. Alors j'étais fasciné par ça, alors je l'emmenais à la douche, et puis là il me racontait, parce que quand on les emmène en quartier de sécurité, j'étais casqué, bouclier, mais ça me permettait d'échanger avec lui, en fait, sur ces passages-là. Et donc il me racontait son bouquin qu'il avait lu, quoi. Et donc on est rentré en relation, il y a une relation de confiance, il y a eu du lien qui s'est créé quelque part. Donc derrière, ce détenu a été transféré dans une autre prison, et il voulait réintégrer la détention classique,
Et j'ai croisé un directeur interrégional qui venait faire quelque chose au sein de la prison et qui m'a dit oui, ce détenu-là, il est devenu auxiliaire dans une autre prison, il va sortir bientôt en aménagement de peine. Enfin bon, c'était un parcours qui était reclassifié pour lui en fait. Donc, et derrière, à la PJJ, c'est un peu pareil. On est un peu des passeurs aussi. Je me souviens là, j'avais un jeune avec qui, tout à l'heure, on discutait avec monsieur Garapon et monsieur Miloudi de ce jeune-là. Et il me disait, ouais, lui, il veut pas rentrer, il veut rien lire. Donc c'est dur d'amener la lecture à quelqu'un qui ne veut pas, en fait, qui n'a pas de sens. Et en fait, moi, je lui dis, on va faire une balade au centre-ville, il nous suit. Et puis, il nous voit, on va dans un musée. Ah, mais moi, le musée, je rentre pas, donc on ne l'oblige à rien. Tout ça, mais il veut rentrer quand même en lien avec nous, en fait. Et donc, ça permet d'avoir ce lien. Et 10 minutes plus tard, je me retrouve devant une œuvre d'art, et il est derrière moi, il me tape sur l'épaule, et il me dit, finalement, Frédéric, je suis rentré. Et puis, voilà, on parle de l'œuvre d'art pendant 5-10 minutes, on repart. Et voilà, derrière, après, il me parle de ses problèmes sociaux, il me parle d'autres problèmes, que nous, on va rentrer en lien, en équipe, et qu'on va pouvoir déconstruire autre chose. Donc, c'est tout ça qui fait que, oui, il faut des passages, il faut des déclics, et l'accessibilité surtout. Surtout, voilà, et ne serait-ce que tout le combat qui est mené par les directions, que ce soit dans la pénitentiaire, dans la protection judiciaire de la jeunesse, pour l'accessibilité à la bibliothèque, aux médiathèques, aux besoins de lecture, et ça facilite notre travail au quotidien. Si nous, on peut utiliser aussi les technicités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que nous, en tant que professionnels, avoir des formations pour pas juste proposer le livre en disant faut le lire et puis on verra demain. C'est peut-être aussi faire des passerelles par rapport à tout ça. Vous avez raison. Là aussi, ça ne va pas de soi. Je pense pour les professionnels au contact qui ne sont pas des professionnels justement des métiers de la culture ou du livre. Et il y a une offre de formation qui existe, notamment côté PJJ, puisque j'ai quelques exemples en tête. Régionalement, rien n'interdit aussi de mobiliser les acteurs du livre et de la lecture, les agences régionales, au sein des services interrégionaux aussi, PJJ, pénitentiaire, de demander est-ce qu'il puisse y avoir des temps de formation dédiés à cette question-là. Ça n'est pas interdit, donc de fait c'est autorisé, et il suffit d'en faire la demande. Ça se mettra en place certainement sur un temps pas forcément extrêmement long, mais ça ne sera pas immédiat non plus. Mais il faut au moins que ce besoin-là soit exprimé pour pouvoir avancer. Parler de bibliothèque et d'accès, ça sera pour moi aussi l'occasion de dire que oui, il y a des bibliothèques dans tous les établissements pénitentiaires, bibliothèques qui sont accessibles, normalement en continu, pour la population carcérale, que ça se fait avec le soutien des acteurs du livre et de la lecture aussi en proximité pour avoir des fonds qui soient régulièrement renouvelés. C'est aussi quelque chose, et là je pense à des situations que j'ai pu vivre avec des éducateurs de la PJJ, pour eux de comprendre qu'il y a un environnement et que tout ne repose pas sur leurs épaules de ce point de vue-là, qu'il faut aussi apprendre à connaître cet environnement, à s'appuyer sur la technicité et l'expertise de ces personnes pour justement faire vivre et se former, découvrir, s'informer aussi sur ce qui existe avant de franchir une étape. Mais sur l'aspect formatif, je vous invite vraiment à faire remonter à votre direction territoriale, de demander est-ce qu'il puisse y avoir un plan régional de formation autour des questions liées au livre, et ça se fera très certainement avec la DRAC et l'Agence régionale livre et lecture. Merci beaucoup. Oui, ici, voilà. Merci. Alors, Madame Vincent, je suis aussi à la protection judiciaire de la jeunesse et je travaille aussi en insertion avec les mineurs. Je rejoins mon collègue par rapport... on parlait de la légitimité des personnes... on disait le public empêché, mais je pense que la société civile aussi est empêchée, mais pas par des murs, enfin pas des murs invisibles. C'est-à-dire que la lecture, comme
on parlait de culture commune. Je ne sais pas si c'est que dans mon service, et je n'imagine pas que c'est que dans mon service, quand on arrive prendre le café, on ne parle pas de lecture. Oui, on va parler d'une série télé, oui, on va parler de l'actualité, oui, on va parler de... Mais l'objet livre et des échanges interprofessionnels, moi, ça fait depuis 2007 que je suis à la protection judiciaire de la jeunesse, j'en ai pas en mémoire. Et donc, en tant que passeur, moi j'aime beaucoup le mot passeur, et même, alors M. Miloudi est un passeur et un exemple de passeur, mais nous, en tant que professionnels, on est aussi des passeurs, et comment les amener à la bibliothèque, les amener à des accès libres, libres, gratuits, mais nous, comment faire pour que dans la culture professionnelle, pas dans la culture... il y a une intégration, et ça c'est complexe parce que ça touche tout le monde, et c'est dur de se dire aussi entre professionnels, on parlait des détenus qui ont du mal à parler de leurs émotions, se mettre à nu, les professionnels disent mais moi je lis pas, c'est compliqué de le dire. Donc comment aussi se dire moi je lis pas, mais je vais parler, je vais transmettre, je vais dire faut lire ça, faut faire ça, alors qu'en fait j'ai aucune idée de ce que je dis. Il y en a peu qui le font, et puis même quand on a une petite connaissance, on a eu la chance d'être dans des milieux protégés, ou en tout cas avoir accès plus facilement à la lecture, on se sent pas bien plus légitime. Voilà, donc c'était juste un échange, enfin c'était pas un échange, c'était juste un partage. Très rapidement, déjà je pense qu'il faut, mais les collègues pourront compléter, dans la salle aussi, il n'y a pas de lecture indigne. Tout acte de lecture, tout objet de lecture a une valeur déjà pour la personne qui lit, et c'est déjà pas mal, très certainement pour l'auteur qui a produit aussi l'écrit, et pour d'autres personnes qui lisent la même chose. Donc on peut lire des mangas, on peut lire de la bande dessinée, des albums. Exactement. J'ai eu des échanges comme ça avec une de mes filles en particulier qui découvrait qu'elle lisait énormément dans la journée sur son téléphone, mais c'est pareil, ça n'a pas moins de valeur parce que c'est sur son téléphone et pas sur un objet en papier. Et l'autre chose sur le fait de dédramatiser aussi pour les professionnels finalement de dire ce que l'on lit et d'en parler, c'est des actions qui sont portées par le ministère de la Culture et qui moi vraiment me tiennent à cœur. Alors, les nuits de la lecture, comment dans les différents services du ministère de la Justice on porte ces actions, est-ce que dans les différents services on s'organise entre soi des cafés littéraires, mais plus simplement des quarts d'heure de lecture où on s'arrête un quart d'heure, on sort le livre de son sac, on se pose et éventuellement on en parle après. Un quart d'heure de pause dans une journée sur un service, c'est jouable. Alors ça s'organise. Ça va pas forcément de soi non plus, mais c'est jouable. C'est aussi ça, je vous fais le parallèle avec le monde de l'éducation nationale. Lorsqu'on a parlé des nuits de la lecture et du libre quart d'heure de lecture dans les établissements scolaires, c'était impossible. C'était impossible parce qu'il fallait arrêter le cours de maths, de physique, même en français d'ailleurs. Il fallait arrêter le cours pour sortir un livre et lire. Oui, et finalement, est-ce qu'un quart d'heure dans une semaine, c'est quand même pas grand chose sur une année scolaire, et ça se fait de plus en plus, c'est de plus en plus médiatisé aussi, et ça donne quelque chose de très apaisant, puisque finalement je vois ce que l'autre sort comme ouvrage, lui voit ce que moi aussi j'amène, et on peut en parler après. Je sais que par exemple j'ai tout le temps un livre dans mon sac, déjà parce que je suis beaucoup dans les transports, donc ça permet de tuer l'ennui parfois, mais c'est important et on en parle avec pas mal de collègues aujourd'hui en administration. Bonjour, je suis Yannick Corel, conseiller Action culturelle territoriale à la DRAC, correspondant régional Culture Justice. Et je voulais intervenir sur l'enjeu de la formation que vous évoquiez, sur lequel vous réagissiez, Arnaud. C'est un enjeu qui évidemment a été identifié. Il en sera peut-être fait mention cet après-midi lorsque Marion Masson pour l'Agence du livre et de la lecture et Karine Feuillet pour la direction interrégionale des services pénitentiaires présenteront l'état des lieux. C'est un enjeu tout à fait crucial sur lequel les chantiers ne sont pas encore définis parce que
la journée est inaugurale, comme le disait ma directrice, et puis que les moyens ne sont pas extensibles, même si nos deux administrations vont allouer chacune une subvention à l'association Agence du livre et de la lecture pour travailler sur ce champ. Mais l'enjeu de la formation des professionnels, il est essentiel à l'endroit des agents de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque, et alors le fait que vous ayez travaillé dans les deux est tout à fait intéressant, puisque le partenariat que le ministère développe, c'est à la fois avec l'administration pénitentiaire et la PJJ. Donc c'est un enjeu qui est identifié. Oui, et des formations éventuellement aussi intercatégorielles, c'est-à-dire pour faire se rencontrer les deux types de professionnels. On a toute une série d'outils pour ce faire. L'idée étant aussi d'une acculturation réciproque, de faire tomber les barrières de la rencontre, de commencer à apprendre à parler un langage commun, de commencer à dessiner les contours d'un éventuel projet, etc. Donc ça, c'est un enjeu que le ministère de la Culture, dans toutes les politiques qu'il conduit à destination des publics dits empêchés, identifie. Par exemple, Arnaud le sait, dans le champ de la généralisation de l'éducation artistique sur le temps scolaire, l'enjeu de la formation, il est aussi crucial parce que il s'agit d'élargir le cercle et de ne pas rester au seul champ des militants, de ceux qui savent faire, etc. Voilà. Et même pour les enseignants, accéder à la culture n'est pas quelque chose qui va de soi, et rentrer dans les lieux culturels doit être accompagné aussi. Juste pour rappeler, et je parle sous le contrôle de la DRAC et d'Yannick Corel, on parlait du AJ, les projets lecture en milieu ouvert, il y en a très peu. Or, la DRAC les finançait sur les publics empêchés, parce que je rappelle que les publics empêchés ne sont pas que dans les murs, mais les murs, ils sont dehors aussi maintenant. Le bracelet, c'est de l'enfermement, et parfois de l'enfermement très, très solitaire. Donc, je pense que, je ne serai plus là pour le faire, mais en tout cas, des projets qui allient le milieu ouvert, les publics de milieu ouvert, est très, très important, que ce soit la PJJ ou que ce soit la pénitentiaire. Merci. Sur ce sujet-là, oui, je voulais juste expliquer aussi qu'à Metz, dans le cadre du concours des détenus, il y a un groupe de lecteurs détenus qui a été composé, mais l'enseignante documentaliste et la coordinatrice culturelle ont invité aussi du personnel pénitentiaire à venir participer aux sessions de lecture. Donc voilà, il y a eu une juge, il y a eu une chef de détention, il y a eu un surveillant qui sont venus participer à des séances où ils présentaient un livre et ils échangeaient avec les personnes qui participaient au groupe. Donc voilà. Et puis par ailleurs, appuyez-vous sur les partenariats avec les médiathèques municipales. Les professionnels peuvent venir, ça peut s'organiser. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, j'ai pas entendu de remonter à ce niveau, mais effectivement, ça peut s'organiser. On peut venir faire une demi-journée d'intervention sur la lecture, les polars, sur la bande dessinée, sur la littérature jeunesse. Voilà, c'est dans nos fonctions aussi et dans nos compétences. Et puis les bibliothèques départementales de près, qui ont quand même tout un volet formation en direction des bénévoles dans les bibliothèques en milieu rural, mais qui peuvent aussi donner ce genre de formation. Et à l'inverse, moi j'attendrai aussi de l'administration pénitentiaire un petit volet formation pour les gens des bibliothèques qui viennent intervenir en prison, parce que intervenir en prison, c'est pas recevoir un groupe à la médiathèque ou faire un hors les murs dans une crèche ou dans une école, quoi. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un. Sur la formation, tu veux parler de ton expérience PJJ ? Alors, on va prendre une question et ensuite je repasserai la parole à Khaled. Bonjour, oui. Annabelle Larchevêque, poétesse et animatrice d'ateliers d'écriture. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans l'éducation populaire et dans cette idée de faire de la poésie un vecteur d'émancipation. Pour paraphraser un grand poète, l'idée c'est d'habiter poétiquement le monde, et il y a beaucoup de choses à faire dans cette idée-là. Moi, j'ai jamais proposé des choses en centre pénitentiaire, mais ça m'intéresse énormément.
Et tout ce que vous avez dit voilà, m'a donné encore plus envie. La résonance avec ce que vous avez dit, Monsieur Miloudi, enfin moi, ce que vous avez perçu en atelier d'écriture, l'idée que c'est un espace-temps qui est très précieux, où chacun peut s'exprimer et où on peut écouter l'autre, et où il se passe vraiment une sorte de magie. Moi, je le perçois aussi. Donc, finalement, que ça soit avec des enfants, avec des adultes, en centre pénitentiaire ou à l'hôpital, cette idée de pouvoir s'autoriser, elle est présente partout. Moi, ma question, elle est peut-être un peu pratico-pratique. C'est, voilà, je suis jamais venue en prison pour exercer des ateliers d'écriture. Comment fait-on, à la fois avec la casquette d'autrice et d'animatrice d'atelier, quelles sont les étapes et quels sont les besoins? Parce que vous avez fait état de beaucoup de choses qui existent déjà. Qu'est-ce qui manquerait? Comment on pourrait venir abonder ou venir pallier à certains besoins, et par quelles étapes procéder? Voilà. Merci. Vaste question. Alors, sur la question des besoins, en tout cas, c'est assez vaste. Comment rentrer en prison? Alors, il ne suffit pas de se présenter à la porte et de demander à rentrer, ça ne marchera pas. Je vous l'annonce tout de suite. Non, par contre, vous avez, et je me tourne vers Karine Feuillet, des référents dans les directions interrégionales sur les questions culturelles. C'est vers eux qu'il faut vous tourner d'abord pour, déjà, c'est eux qui ont une connaissance de l'état des propositions sur le territoire et qui vont aussi pouvoir vous dire, en fonction de ce que vous souhaitez apporter, vous, comment vous pouvez le faire, par quel vecteur aussi le faire, en tant qu'individuel, en tant qu'auto-entrepreneur, partenaire associatif, bref. Toutes ces modalités-là peuvent être envisagées. Donc c'est le premier point d'entrée. Sur les besoins, il y a 179 établissements pénitentiaires où il y a une unité locale d'enseignement, c'est ce que je maîtrise le mieux. Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, j'ai beaucoup moins de connaissances sur ce qui s'y fait. C'est très large. Pour parler de la région, que je connais pas trop mal aussi, les besoins de la population carcérale de Lons-le-Saunier ne sont pas les besoins de la population carcérale de Dijon ou de Joux-la-Ville dans l'Yonne. Ça tient à la typologie de cette population carcérale, ça tient au statut de l'établissement, à sa taille aussi, à la configuration des locaux. Donc il n'y a pas d'unicité en fait. C'est très très large. Sachant qu'il faut, on parle de culture, mais il n'y a pas que cette mission-là qui est dévolue à l'administration pénitentiaire, faire entrer aussi le travail en détention, faire accéder la formation professionnelle rémunérée et financée par les régions, ça fait aussi partie des éléments. Donc il ne faudrait pas que par une trop grande importance des sollicitations, on finisse par créer un domaine concurrentiel ou des domaines concurrentiels en détention, d'où cette nécessité, encore une fois, d'y aller en étant éclairé et accompagné par, pour Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire, Karine Feuillet à la direction interrégionale qui pourra, oui, vous orienter certainement. J'ai envie de dire que, rapidement, sur cette question-là, le premier interlocuteur, j'ai envie de dire, c'est le directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, parce que c'est lui qui connaît ses établissements, ses publics, ses partenariats et ses besoins. Donc, il suffit de passer un coup de fil au SPIP et de demander les coordonnées du service, et vous aurez des entretiens, et là, on vous dira si ça correspond à un besoin ou pas. Karine, je ne veux pas du tout te squeezer, mais tu as une politique interrégionale qui est différente. Alors, c'était juste un mot pour dire qu'il sera un peu question de votre question cet après-midi dans l'atelier Accueillir un auteur. Et puis juste dire qu'on a dans la salle un oiseau rare, une professeure documentaliste de la maison d'arrêt de Besançon, qui a quelques expériences d'accueil d'intervenants et d'auteurs, et que je ferai volontiers brièvement témoigner si monsieur... Bien sûr. Non, mais après, je vais rien ajouter d'exceptionnel. Enfin, voilà, il y a déjà eu plein de choses de dites. Juste peut-être... parce que c'est à cause de mon statut que j'interviens. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait un poste de professeur documentaliste en maison d'arrêt à Besançon. Donc, c'est une moitié de poste, c'est pas un poste entier. Mais c'est vrai que moi, ça me permet d'être à la fois en contact avec mes collègues enseignants et aussi avec l'accès à la culture et la coordinatrice culture SPIP qui est aussi là.
Voilà, donc j'aime bien cette double casquette et j'essaye de faire en sorte de pouvoir faire avec ce que j'ai comme moyen. Voilà. Ah, ben, je m'appuie sur l'agence Livre et Lecture. Voilà, je m'appuie sur l'agence Livre et Lecture avec le Festival des Petites Fugues, par exemple, pour faire venir les auteurs, avec le Festival des livres dans la boucle qui a lieu à Besançon aussi. Et puis, après, avec des fois le territoire du livre, voilà, le financement, on en a fait venir aussi. Enfin, mais on en parlera cet après-midi à l'atelier. Oui, voilà. Bon, mais il y a plein de choses à faire. Enfin, je sais que l'agence Livre et Lecture est quand même un partenariat voilà, de qualité pour moi et qui m'a permis de faire venir quasiment tous les auteurs que j'ai fait venir depuis que je suis là. Voilà. Très bien, merci. Alors moi, je vous propose, il est déjà 12h30, je vous propose quelques mots de conclusion, parce qu'il s'est dit des choses très intéressantes aujourd'hui. Ce que je trouve, ce qui ressort, c'est cette difficulté de l'accès à la culture. Et je rebondirai, je continuerai la phrase, puisque vous m'y invitez en quelque sorte. Dans le fond, je crois que la culture, c'est ce qui propose c'est le monde commun et finalement il faut des tiers pour permettre de retrouver sa place dans le monde. On pourrait dire c'est une définition très profonde, encore une fois, de la justice. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent pas autorisées, se sentent pas légitimes? C'est parce qu'elles se sentent en exil, justement, mises en exil, mises au banc de ce monde qui doit nous poser des problèmes. Et que l'intégration, la réintégration dans une culture, ou l'intégration dans la culture, c'est dans ce sens-là, véritablement, je le pense, c'est pas une figure de style, un acte de justice. Et c'est pour ça que, comme par hasard, on a parlé d'humanité. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que je repars cette idée d'humanité. Quand on lit une œuvre, quand on regarde une œuvre, on regarde quelque chose qui est commun, qui est à la fois objectif sans être d'une objectivité scientifique. Je me souviens de visiter c'était pas le Quai Branly, c'était au Quai Branly d'ailleurs, et on regardait avec un jeune Tisse un vase qui avait plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on dit, mais on a bien lu, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui, ben ok. Alors le Tisse était un peu impressionné. Bon, puis à la fin, il y avait une petite vidéo sur la colonisation, et je lui disais, au moment de débriefer, qu'est-ce que vous avez retenu? Et ce que je dis, voilà, c'est l'histoire de l'Afrique. Elle est depuis plus de 4000 ans, et la colonisation, elle a duré 170 ans. Donc, elle est plus grande. Bon, tout ça pour dire que c'est une résonance beaucoup plus profonde simplement que la culture comme un divertissement. On a insisté beaucoup ce matin sur le terme de passeur. Et c'est une idée que je vous propose. Dans le fond, la culture, elle nous oblige, nous professionnels, de sortir un peu de notre rôle professionnel pour parler, on pourrait dire, un rôle civique de la culture qu'on a reçue et qu'on partage. Et finalement, être passeur de savoir, passeur de culture, en tant que professionnel, ça veut dire, et puis la discussion qu'on a eue ensuite le montre bien, ça veut dire, c'est le quart d'heure de lecture. C'est-à-dire que je ne serais pas loin de penser qu'on a une double habilitation en tant qu'auteur, en tant qu'associatif, en tant que personnel, que professionnel. On a l'habilitation professionnelle de notre tâche, de notre rôle, et un rôle de passeur. Un rôle de passeur qui nous revient à tous. Et finalement, Khaled était passeur en prison vis-à-vis des co-détenus, passeur de culture. Et je crois que ça a été dit à un moment ce matin. Ça veut dire que
c'est ce que je lis aujourd'hui dans la juridiction résolutive de conflits, c'est ce que je vis, moi, dans la justice restaurative, c'est que, en tant que professionnel de la pénitentiaire, on manie les catégories de la culpabilité, de la peine, de la loi, mais que la culture, elle est au-delà de la loi. La culture, ce qui la caractérise, c'est l'innocence. Finalement, quand on lit une œuvre, quand on a accès à une œuvre, eh bien, on a quitté le domaine de la loi, de la culpabilité, de la punition. On est dans le règne de ce qui existe, de ce qui est objectif, de ce qui est partagé, sans pour autant être relevé du savoir objectif de la science. Voilà. Et donc, on a parlé poésie, c'est très important. J'avais dit que je me concentrerais sur les récits de fiction et avant le nouveau roman, mais il y a la poésie aussi. Et quand Ricoeur dit qu'est-ce que c'est que la culture, qu'est-ce que c'est que la lecture, c'est une proposition de monde. Eh bien, dans la poésie, c'est cette idée qui est à l'état pur en quelque sorte. La poésie, c'est la création, c'est un monde proposé par le poète au monde et qui est offert, libre à chacun de le rejoindre ou pas, libre à condition d'être vraiment libre. Voilà. Merci beaucoup pour cette matinée.